Donc, bienvenue à nos participants présents sur place et en ligne. Et merci. Et le slide, le remote est où, Eric, juste pour le slide d'après? Et merci à nos intervenants donc d'être ici. Donc, je suis Mona Audimontaldier et j'anime le Hub Digital d'HEC. Donc, nous sommes ravis ce soir d'organiser ce side event officiel du sommet de l'IA en partenariat avec Axis et grâce à Axis. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le Hub Digital, j'en profite pour vous le présenter rapidement. Donc, un petit slide. Qui résume rapidement nos activités et qui illustre la devise d'HEC. Donc, c'est We Dare, We Share, We Care en anglais, parce qu'en français, ça rime pas. Donc, notre mission donc, est de rester à l'avant-garde permanente des technologies émergentes, d'anticiper leur impact et d'identifier les cas d'usage spécifiques par secteur. Et donc, pour suivre en fait, ce rythme effréné des avancées technologiques, nous allons aller chercher des cas d'usage innovants et des intervenants partout dans le monde, là où ils se trouvent. Et pour cela, nous organisons des événements et des réunions de type think tank avec nos partenaires clés tels que Meta, Microsoft, OpenAI, McKinsey, Minimax, Station F et Axis, ainsi qu'avec des secteurs sectoriels tels que L'Oréal, Alstom. Et nos conférences sont toujours organisées en collaboration avec des pays du monde entier. Pour la conférence du 15 juin, récemment, nous avions en direct un représentant HEC et un intervenant sur chaque continent, Afrique, Moyen-Orient et Asie. Et au-delà d'HEC, nous partageons nos expériences et nos conférences également avec les responsables digitaux d'autres grandes écoles. Donc, nous avons un partenariat très fort avec X, Polytechnique, et ils complètent en fait nos compétences business avec leurs compétences technologiques. Donc, on est donc We Share, We Care. Nous soutenons les jeunes builders, les étudiants sur le campus, les startups et également les jeunes entrepreneurs en les mettant en avant lors de toutes nos conférences, notamment à travers des sessions de pitch et des showrooms pendant les cocktails. Aujourd'hui, c'est une soirée un peu particulière, mais en général, c'est le cas. Voilà. Et notre audace et notre engagement dans le partage et notre ouverture au monde ont été récompensés cette année par le HEC Award. Nous avons eu le Award HEC 2024. Je laisse maintenant la parole à Laurence Suprano, CEO et partenaire d'Axis Conseil. Merci, Laurence. Merci. Merci Mona, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cet événement que nous co-organisons donc avec le Hub Digital HEC Alumni. Donc je suis Laurence Suprano, la présidente d'Axis. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec nos brillants intervenants, je voulais revenir vous donner quelques informations pour vous présenter Axis et revenir sur le pourquoi avoir choisi ce thème de la confiance. Alors Axis, qui sommes-nous ? Nous sommes un cabinet de conseil en management spécialisé dans la transformation durable. Nous accompagnons les grandes entreprises dans toute leur transformation pour faire face à leurs défis environnementaux, sociétaux, technologiques, on va en parler, et aussi réglementaires. Alors nous avons une raison d'être qui figure dans notre nom. Notre raison d'être, c'est X sur Y. Nous l'apportons au travers des deux lettres XY entremêlées dans notre logo. Le X, ça représente l'amplification. Et le Y, c'est le Y de nos clients et de leurs projets. Et donc, c'est ce pourquoi nous existons, c'est de décupler et d'amplifier l'impact durable de nos clients. Notre credo, pour faire la différence, c'est de viser l'efficience. Nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, c'est un des mots-clés et un des facteurs clés de la réussite de nos clients pour maximiser l'impact de leurs projets tout en mobilisant le juste utile et les meilleures expertises. Axis, c'est aussi avant tout une belle aventure humaine, fort de 35 ans d'expérience et de près de 250 collaborateurs passionnés. Chez Axis, nous sommes convaincus que l'intelligence artificielle doit être un levier de progrès durable. Et c'est pourquoi nous engageons activement à construire une IA qui soit éthique et responsable
et fondée sur des modèles à la fois transparents et respectueux. Alors pourquoi avoir choisi ce thème de la confiance dans notre conférence ce soir aux côtés du Hub Digital d'HEC Alumni? Forcément, aujourd'hui, nous entrons et nous vivons une nouvelle ère, une ère où l'intelligence artificielle n'est plus une simple promesse futuriste, mais une réalité bien ancrée dans notre quotidien à toutes et à tous. Nous constatons à la fois sa généralisation, la généralisation de tous ses usages, mais aussi le développement d'une IA de plus en plus autonome. Et derrière cette avancée fulgurante se pose finalement une question fondamentale qui est essentielle ou existentielle, qui est celle de la confiance. Car à mesure que l'IA devient plus autonome, la véritable clé de sa réussite et de la nôtre sera la confiance que nous serons capables de lui accorder. Alors jusqu'où les clients feront-ils confiance à une entreprise qui déléguera ses interactions cruciales à une intelligence artificielle ou à des algorithmes? Les dirigeants des entreprises que vous représentez auront-ils foi en des systèmes qui sont capables de décisions stratégiques? Les employés se sentiront-ils demain soutenus ou remplacés par ces technologies de l'intelligence artificielle? Donc, c'est toutes ces questions que soulève finalement le fait de bâtir une IA de confiance. Et c'est aussi fondamentalement la clé de la croissance de demain. Sans confiance, pas de moteur de croissance. Confiance qui elle-même est la clé des relations entre les entreprises avec leurs clients, avec leurs collaborateurs, avec leurs actionnaires. Et donc, nous sommes convaincus que les entreprises, les sociétés de conseil, mais toutes les entreprises doivent prendre le leadership sur ces sujets. Non seulement pour en tirer un avantage concurrentiel, mais aussi pour garantir un usage maîtrisé et responsable de ces technologies. Donc, nous avons une chance unique ce soir, c'est échanger avec des intervenants de renom sur ce sujet passionnant d'une IA de confiance et porteuse d'impact positif. Merci à vous. Bonsoir à tous. Merci à Mona, merci à Laurence, merci à tous les intervenants renom rassemblés ici à HEC Alumni House. C'est une occasion unique pour tout le monde. Avant de commencer, je vais laisser la parole à tous nos intervenants renom pour vous présenter, bien sûr, la règle d'or, commencer par la dame. Juliette, je vous laisse la parole pour vous présenter en quelques mots. Alors bonjour, je suis Juliette Mathioli, j'appartiens au groupe Thales, rattaché à la direction technique de ce groupe en tant que AI Fellow. Je suis aussi présidente du Hub Data Science et IA au pôle systématique. Et puisqu'on va parler de confiance, j'ai eu la chance de piloter au niveau du steering committee le programme Confiance AI. Merci Juliette. Bon, Jean-Gabriel. Jean-Gabriel Ganassia, vous m'entendez, c'est bon. Je suis professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université et chercheur en intelligence artificielle, EUREAI Fellow, spécialiste des questions d'éthique. J'ai une double formation à la fois d'ingénieur et de philosophe et ces dernières années, j'ai beaucoup œuvré dans les secteurs de l'éthique. J'ai présidé le comité d'éthique du CNRS et je préside entre autres le comité d'éthique de France Travail et de DocaPost. Et je travaille aujourd'hui sur des outils d'intelligence artificielle qui aident à détecter des fake news, en tout cas des attaques informationnelles. Merci beaucoup. Fazil. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis Fazil Boucherit, je suis directeur chez Axis. Donc, je travaille entre autres sur nos programmes d'accompagnement à destination de nos clients pour les accompagner à mettre en place des IA de confiance, que ce soit des entreprises privées ou des acteurs du secteur public. Voilà, donc on va préciser par la suite, mais à travers des expertises sur
l'auditabilité des systèmes d'IA, sur la mise en place de gouvernance, de processus de supervision, de contrôle, et puis également sur la capacité à accompagner sur le développement de bout en bout d'IA voilà, de confiance. Merci Fazil. Alderic. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Henrik Zappeni, je suis directeur Data et IA et Chief Data Officer du groupe Crédit Agricole. Et donc, j'ai dans mon portefeuille d'activité tout ce qui est gouvernance Data IA à la fois au sens des métiers, mais aussi au sens de l'informatique. Ça couvre de l'orientation stratégique jusqu'aux sources très opérationnelles comme les règles communes qu'on applique pour construire et puis utiliser de l'intelligence artificielle. Et puis, j'ai par ailleurs un Data Lab Group et une AI Factory Group. Et la thématique confiance et responsabilité est une thématique de recherche depuis maintenant 5 ans pour ce Data Lab. Et on travaille à la fois avec nos propres équipes et puis aussi avec l'écosystème académique, puisqu'on soutient une chaire IA de confiance et responsable avec l'école polytechnique. Merci. Merci à tous. On va commencer le panel avec tous les intervenants. Avant de commencer, en fait, les entités HEC Alumni High Paris, HEC Paris, en fait, on est le contributeur majeur pour le sommet IA. C'est pour ça que j'ai eu l'immense honneur d'être invité par l'Élysée pour être présent au sommet IA. J'ai 2 messages clés à vous passer. Le premier, c'est en fait le président Macron a annoncé un investissement de 109 milliards en France sur le sujet IA. Ça, c'est le premier. Ça veut dire le sujet IA est remis au cœur du sujet en France, stratégie en France. Deuxième sujet, le président a souligné le point, c'est en fait, c'est bien d'investir dans l'IA, c'est également bien de faire du IA, faire plein de choses autour de l'IA, mais il faut pas oublier un point clé, c'est tous les services qu'on crée autour de l'IA doivent au service humain. En fait, aujourd'hui, le sujet qu'on va discuter ensemble grâce à nos intervenants, c'est sur comment bâtir on va dire, la confiance sur IA, anticiper et maîtriser le risque. Donc, du coup, j'avais préparé quelques questions pour tous les intervenants. Je vais bien sûr demander chaque intervenant d'intervenir sous 4 minutes. La première question, je vais adresser la question à tout le monde, également dans un premier temps à Juliette. Quels sont les risques organisationnels et techniques pour bâtir une IA de confiance? Merci. Alors, moi, je vais parler d'IA et pas que d'IA générative. Donc déjà, je pose le contexte puisque dans notre groupe, on s'adresse à des systèmes critiques. Et quand on parle système critique, ça veut dire safety critical, donc au niveau de la sûreté. C'est aussi mission critical pour la mission et business critical, c'est-à-dire que à chaque fois, la défaillance ou l'erreur ou le bug peut induire des grosses conséquences. Donc, l'IA de confiance, c'est une IA qui doit être, en tout cas, lorsqu'on développe des systèmes ou des solutions à base d'IA et qu'on les veut de confiance, ce sont des systèmes et des solutions qui doivent être valides, c'est-à-dire qui doivent vérifier ce qu'elles doivent faire, tout ce qu'elles doivent faire et seulement ce qu'elles doivent faire, ce qui n'est pas toujours facile. Ensuite, il faut qu'elles soient explicables, et ça va être de plus en plus ou à minima transparente. Et dans nos métiers, c'est très important parce qu'il y a un homme dans la boucle. Donc, si on veut la confiance, il faut qu'on puisse comprendre pourquoi le système a décidé ou a donné cette réponse. L'IA doit être, le système à base d'IA doit être robuste aux attaques cyber, aux mauvais usages, à beaucoup même au bruit des données. Et l'IA doit être responsable voulant dire conforme à l'éthique, et ça je laisserai mon voisin développer, mais aussi conforme à toutes les nouvelles réglementations, la standardisation. Donc ça induit des approches qui sont très difficiles, et à chaque fois le risque induit peut être un risque sur les personnes, sur les biens, sur la mission, sur le business. Merci beaucoup Juliette. Comme vous l'avez mentionné, le nom de Jean-Gabriel, qui est le top expert en France sur la matière de IA Ethics. On aimerait bien vous entendre. Oui, merci.
de me donner la parole sur le sujet. Alors, rappelez d'abord que l'éthique, c'est une branche de la philosophie qui essaye de réfléchir aux règles de comportement. Alors, pourquoi de l'éthique? Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, ben, ça tient à la place qu'elle prend dans l'ensemble de la société. Elle transforme les relations entre les hommes. Moi, j'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle et on n'avait aucune idée des questions d'éthique. Je ne sais pas, Juliette, ce qu'il en allait pour toi, mais c'est venu petit à petit. Et c'est venu en grande partie avec le numérique, avec le web, avec la présence de tous ces dispositifs dans nos vies de tous les jours. Alors peut-être pour donner, je crois, essayer de bien comprendre, je vais prendre deux allégories. La première allégorie, c'est Thémis. Vous la connaissez, c'est l'allégorie de la justice. Alors, elle se présente en général à nous avec trois attributs. Vous connaissez la balance, bien sûr, l'équité, la recherche, en tout cas, de l'équité. La deuxième, c'est l'épée, ou le faisceau, c'est la force. C'est que la justice doit s'imposer. Et la troisième, c'est le bandeau. Elle est normalement impartiale, et donc elle doit avoir les yeux cachés. Alors, bien sûr, cette impartialité pose tous les problèmes. C'est qu'en étant impartiale, elle ne voit pas le détail des choses. Alors, pourquoi je parle de Thémis? Parce que on a essayé, en particulier la Commission européenne, d'établir un certain nombre de règlements. Et on a pensé que l'éthique, c'était l'application de ces règlements. Alors, ça l'est en partie, bien sûr, parce qu'il y a un certain nombre de valeurs, la protection de la vie privée, la protection de nos valeurs démocratiques, l'ensemble des libertés, tout ça est vraiment essentiel. Et c'est le but de ce règlement européen. Bien sûr, il pose un certain nombre de problèmes. Et le premier problème, bien sûr, c'est sa complexité. Cela vient d'être évoqué. J'ai compté hier le règlement. Rien que le règlement intelligence artificielle qui vient compléter 4 autres règlements. Vous connaissez tous le RGPD, vous savez déjà à quel point c'est contraignant pour les entreprises. Le Digital Service Act, le Digital Market Act, je suppose que vous êtes plus familier avec celui-là. Le Data Act, qui est essentiel puisque lorsqu'on veut mettre en place des systèmes d'intelligence artificielle, il faut s'occuper des données. Et puis donc ce dernier règlement, donc qui fait 660 000 signes typographiques. Alors quand on écrit des livres, on sait. Mais est-ce que vous ne savez peut-être pas encore, le premier volet de ce règlement a été mis en œuvre le 2 février. Ce sont les applications qui sont considérées comme inadmissibles et qui donc doivent conduire à des interdictions farouches. Et c'est accompagné, cette mise en œuvre, d'un document que vous avez peut-être lu. Si vous avez des problèmes de sommeil, allez-y, 140 pages. Et on pense qu'il va y en avoir d'autres. Donc ça pose des problèmes majeurs. On reviendra sur le fondement de ce règlement tout à la fin. Deuxième point, je crois, qui est vraiment extrêmement important, complémentaire, deuxième allégorie, c'est la prudence. Alors, vous savez que c'est une femme qui personnalise la vertu de prudence et elle a deux attributs qui sont, je crois, extrêmement importants, le serpent et le miroir. Alors, pourquoi le serpent? Parce qu'il est le symbole de la connaissance et la prudence, et je reviens sur ce que vient de dire Juliette ici, la prudence, c'est justement tout ce qui, techniquement, va essayer de fabriquer des systèmes qui vont être dignes de confiance. Justement, on parle de la confiance. C'est l'aspect technique, mais j'insiste sur la distinction qu'il y a à faire entre l'aspect juridique d'un côté, l'aspect réglementaire et l'aspect technique de l'autre. Donc, je dis, d'un côté, la connaissance, et c'est important parce que si on veut avoir des systèmes fiables, bien sûr, il faut, dans la mesure du possible, savoir ce qu'on fait, spécifier les systèmes, etc. La difficulté avec l'intelligence artificielle, c'est que ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que ça se fonde avec l'apprentissage machine en particulier, mais avec d'autres techniques d'intelligence artificielle, sur ce qu'on appelle l'induction, c'est-à-dire l'extraction de connaissances à partir d'exemples particuliers. Or, ces connaissances induites sont conjecturales, donc elles sont jamais certaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de les tester sur des exemples. Et j'en reviens au deuxième attribut, c'est que c'est le miroir, c'est-à-dire que cette allégorie de la prudence regarde le futur avec un œil sur le passé. Et c'est bien ce qu'il faut faire pour essayer d'avoir des systèmes dignes de confiance. Et je voudrais terminer là-dessus. Un dernier point, c'est que il suffit pas de respecter la loi, il suffit pas d'essayer d'être robuste, il faut aussi s'ouvrir à ce qui est neuf.
Et vous le savez, hein, puisque j'imagine qu'ici, vous en avez beaucoup d'entre vous s'intéressent à l'innovation. L'innovation, c'est le neuf, c'est le nouveau, c'est ce qui n'a jamais existé. Et c'est justement qu'il faut s'apprêter à l'imprévu. Je crois que c'est vraiment essentiel. Et j'insiste parce que le règlement sur l'intelligence artificielle, il est fondé sur la notion de risque. Et c'est tout le problème, parce que le risque, c'est l'anticipation du danger. Tout le problème avec les technologies, c'est que le danger, eh ben, il est surprenant et donc on n'est pas capable de l'anticiper. Et je crois que c'est ça, je crois, et qu'il faut avoir en tête. Et donc, les règlements tels qu'ils sont, le problème, c'est qu'ils sont très lourds. Donc, ils risquent de nous freiner dans nos ardeurs d'innovation, mais en même temps, souvent, ils ne voient pas les vrais risques. Et d'ailleurs, qui aurait imaginé il y a 2 ans et 3 mois, je crois que c'est 2 ans et 3 mois, c'est ça, l'avènement de ChatGPT, vous vous en souvenez, qui aurait imaginé à 15 jours le système DeepSeek. Et donc, vous voyez bien que les risques changent du tout au tout, à toute vitesse. Je crois qu'il faut avoir cette présence d'esprit pour faire face aux dangers qui adviennent. Merci beaucoup, Jean Grabel, pour cette intervention très pertinente, très enrichissante. Comme il y a Aldric qui a le micro, j'ose imaginer, tu as plein de choses à compléter. Oui, alors je suis évidemment aligné avec beaucoup des choses qui viennent d'être dites. Moi, je voulais revenir sur la notion d'éthique. Au Créa École, on a une raison d'être, c'est agir chaque jour dans l'intérêt des clients et de la société. Et en fait, on considère que la base, c'est ça. Et donc, en matière d'IA également, on ne veut pas construire ou utiliser des intelligences artificielles qui seraient opposées finalement à ces principes-là. Alors, c'est vrai pour l'IA, mais c'est vrai pour n'importe quel usage de la donnée d'ailleurs. C'est pour ça que on n'a pas fait de charte d'éthique de l'IA. On a considéré que finalement, cette raison d'être se suffisait à elle-même, qu'on avait une charte éthique qui s'appliquait quels que soient les domaines d'activité, et on s'inscrit vraiment là-dedans. Le deuxième aspect sur lequel moi je voulais revenir, c'est la notion, ce que signifie pour nous la notion de confiance. La notion de confiance, elle est en premier lieu liée à la question de la maîtrise en fait de ce qu'on fait. Alors évidemment, la maîtrise, ça permet de ne pas porter atteinte aux clients, mais aussi à la société. Ça permet aussi de comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que quand on est un opérateur d'importance vitale, comme une banque systémique qui est le Créa École, évidemment, on se doit et on doit à nos clients et on doit globalement à l'ensemble des opérateurs avec lesquels on travaille ce degré de maîtrise. C'est pour ça que souvent, ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est qu'il y a une vraie différence entre faire de la data science et développer ou utiliser une solution d'intelligence artificielle au standard industriel d'une grande banque. C'est des choses qui sont très éloignées. Alors, on l'a touché du doigt tout à l'heure avec, par exemple, Thales, effectivement. Nous, on met pas, en tout cas, on ne essaie de pas mettre en danger la vie des personnes. Le risque est moins vital. Pour autant, on considère, si je prends un exemple comme l'octroi de crédit, qui est évidemment une IA qui serait mal maîtrisée, qui pourrait amplifier des discriminations ou au travers des biais qui sont présents dans les décisions passées. C'est quelque chose qui est extrêmement sensible et dont on doit s'occuper avec la plus grande attention. Je fais un petit pas de côté par rapport à la réglementation. Je pense que c'est indéniable qu'il y en a beaucoup. On voit bien l'empilement. D'ailleurs, dans la banque, souvent, il y a des réinterprétations parce qu'on a plusieurs régulateurs qui s'occupent de nous. On est très bien choyés et soignés de ce point de vue-là. Donc, on a la réglementation générale, mais on a aussi des interprétations un petit peu plus sectorielles. Pour autant, si je prends l'exemple du RGPD, pour avoir exercé, moi, dans les différents métiers que j'ai eus dans la banque avant le RGPD, c'était pas forcément plus simple, par exemple, de faire un score d'octroi de crédit. Je me rappelle du temps où on allait déposer nos dossiers à la CNIL. C'était un dossier d'études préalables, ça devait faire à peu près 400 pages. De ce point de vue-là, je trouve que c'est pas plus compliqué avec le RGPD. Simplement, le RGPD en lui-même, de par la complexité de sa rédaction, la quantité de texte indéniable, a fait, je pense, parfois on perd de vue l'essentiel. Je vois, moi, dans mon quotidien de CDO, beaucoup de gens qui disent oui ou qui disent non, mais qui sont pas vraiment en maîtrise de pourquoi ils disent oui et pourquoi ils disent non. Dans certains cas, on dit non parce que c'est plus simple, on comprend pas bien, et donc plutôt que de faire une bêtise, on préfère dire non plutôt que de se pencher réellement sur le cas. Dans d'autres cas, on dit oui, peut-être un peu vite parce qu'on est très pro-business et donc on y va. Voilà, donc nous, on est vraiment sur une position d'équilibre. Et je pense que cette confiance est très liée aussi à l'équipe, c'est-à-dire qu'on doit effectivement adopter l'IA en confiance, en responsabilité,
mais on doit aussi pouvoir développer nos entreprises, développer les services rendus à la clientèle, aux collaborateurs. Et c'est vraiment très important en fait de ne pas uniquement se pencher sur des questions de conformité pure, de se dire qu'on fait aussi ça par rapport à des engagements volontaires, avant même d'être conforme à une réglementation, et qu'on le fait aussi parce que moi j'ai la conviction que avoir ce degré de maîtrise indépendamment de la réglementation, c'est aussi ce qui nous permet de sécuriser notre business futur. Ce que je dis souvent aux collaborateurs ou aux équipes informatiques, c'est mais imaginez, on est à 5% de l'adoption de l'intelligence artificielle, alors 5%, 10, 15, ça dépend des entreprises. Demain, quand quasiment tous les processus métiers, toutes les solutions auront de l'intelligence artificielle, si on ne s'applique pas des normes extrêmement exigeantes, on va se créer les problèmes de demain. Et donc c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut qu'on ait une exigence qui n'est pas complètement dépendante de la réglementation. Merci beaucoup, Aldric, pour des illustrations avec des exemples très concrets. Maintenant, Fazil. Alors oui, je voulais revenir sur ce qui a été dit justement. Je pense qu'Aldric a dit quelque chose de très important, c'est les valeurs de l'entreprise. Justement, nous, on a des clients qui ont défini des chartes éthiques. Voilà. Et d'ailleurs, des chartes éthiques qui précèdent le droit, avant même la réglementation IA Act. Il y avait des entreprises qui posaient des chartes éthiques, où il y avait déjà des corpus éthiques pour justement encadrer l'usage des IA, en lien justement avec les valeurs de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est important. D'autant plus qu'aujourd'hui, la réglementation, elle ne dit pas tout. La réglementation IA Act, aujourd'hui, elle est très prolixe sur les IA à risque inacceptable très élevé, mais elle est beaucoup moins sur le reste. Donc justement, comment l'entreprise, par rapport à ces risques, aux IA au risque plus limités, comment elle se positionne par rapport à un corpus de valeurs. Et je pense que c'est important effectivement de, à un moment donné, redonner du sens à la mise en place de ces IA de confiance, indépendamment de la réglementation, aussi au regard de la raison d'être et des valeurs de l'entreprise. Le deuxième point, c'est qu'on parle de confiance, mais il n'y a pas de confiance. Voilà, la confiance, elle n'est pas absolue. La confiance, elle se crée. Et donc, il n'y a pas de confiance a priori. Et donc, c'est justement comment on met en place les dispositifs, les processus de supervision, de gouvernance, pour s'assurer justement qu'il y a de la confiance à travers les systèmes d'IA. Comment je mets en place des systèmes de supervision, monitoring de mes IA, d'audit régulier de mes IA, comment j'ai des processus continus pour s'assurer que mes IA sont bien de confiance. Donc ça, c'est important et ça renvoie aussi à ce que Pei évoquait. Quels sont les challenges justement organisationnels et opérationnels? C'est comment je mets en place ces dispositifs de gouvernance, de supervision en continu pour créer la confiance et pas considérer que la confiance, elle est absolue. Et d'autant plus qu'une IA, ça évolue dans le temps, quoi. Voilà, une IA, ça peut devenir obsolète. Donc comment je m'assure justement de réviser en permanence mes IA pour s'assurer qu'elles sont bien conformes aux différents principes directeurs qu'a évoqué tout à l'heure Juliette, validité, explicabilité, transparence, etc. Les principes directeurs d'ailleurs qui sont rappelés dans la réglementation IA Act. Enfin, le dernier point, c'est cet enjeu aussi de transversalité. C'est-à-dire que dans des approches d'IA Act, dans des démarches, il faut embarquer les différents corps de métier de l'entreprise. La data, l'IT, mais également le juridique, les fonctions métiers, bien évidemment. Donc ça, c'est aussi un point hyper important, c'est qu'il y a une collégialité aussi à avoir pour pouvoir ancrer, mettre en place des démarches de confiance et créer de l'adoption. Ouais. Merci beaucoup, Fazil, avec des retours d'expérience très intéressants côté client et côté conseil. Merci. Maintenant, on va passer à la question suivante. En fait, IA, c'est un sujet, on va dire, d'actualité. On parlait sans arrêt d'IA. On parlait de ChatGPT, on parle de Mistral, on parle de Microsoft, on parle de beaucoup d'innovations dans l'IA. Ma question est la suivante. Quelles sont les innovations technologiques transforment actuellement l'écosystème IA et quels sont les impacts que vous constatez, que vous voyez? On commence toujours par Juliette, si vous voulez bien. Alors, je vais laisser aux autres l'innovation de l'IA générative puisque tout le monde va l'apprendre, hein, et je vais prendre une autre innovation qui est un mal nécessaire lorsqu'on fait des systèmes dits à haut risque. C'est de travailler sur les ingénieries
de l'IA de confiance. Et quand c'est là où je rejoins ce qui a été dit sur les approches multidisciplinaires. Quand je parle de désingénierie, ben forcément, c'est l'ingénierie de la donnée, data engineering. Et si on prend de l'IA symbolique ou de l'IA hybride, il y a aussi l'ingénierie de la connaissance qu'il ne faut pas oublier. C'est l'ingénierie de logiciels, l'ingénierie algorithmique, mais c'est aussi l'ingénierie système, puisque on va intégrer un composant à base d'IA ou plusieurs composants à base d'IA dans un système. Si je veux construire un véhicule autonome ou si je veux le mettre dans un avion, c'est important. Il y a l'ingénierie de la sûreté, donc safety, l'ingénierie de la cybersécurité, parce que ces systèmes sont facilement attaquables. Et puis, il y a tout ce qui concerne l'ingénierie des facteurs humains, puisqu'il y a un homme dans la boucle ou plusieurs des interactions humain-machine. Enfin, vous parlez de l'IT, mais parfois on veut embarquer ces IA dans des systèmes plus contraints. Donc, il y a aussi tout ce qui concerne l'embarquabilité. Et ça met en place de nouvelles approches, de nouvelles méthodologies au regard de ces pratiques. Et c'est des innovations qui sont peut-être mal connues, mais qui sont des mots nécessaires. Merci beaucoup, Juliette, pour votre intervention avec une approche très unique qui nous donne d'autres occasions de voir le sujet. Et comme toi, tu as le micro, Fazil, est-ce que tu veux compléter ou développer? Oui, alors, moi, je vais être très original. Je vais parler de l'IA générative. Désolé pour mes camarades. Chargé de trouver une autre illustration. Parler de l'IA générative parce qu'effectivement, il y a un essor, un boom qu'on connaît tous avec les LLM, avec ChatGPT. Et donc, forcément, ça pose de nouvelles problématiques. Ça implique effectivement de mettre en place de nouvelles méthodologies. Je parlais effectivement de la gouvernance, comment on gouverne ces nouvelles IA. Comment on encadre les usages, ne serait-ce que les usages des collaborateurs. Aujourd'hui, on le voit, les collaborateurs, ils sont très pragmatiques, ils utilisent des outils qui leur permettent de gagner en productivité, qui permettent de les aider dans leur travail. Donc, comment on encadre sans interdire, parce qu'on sait que les collaborateurs, de toute façon, voilà, dans une grande majorité, ils iront utiliser ces outils ChatGPT dans leur quotidien professionnel. Donc, comment on encadre ces usages? Comment également on prévient les biais justement liés à ces outils? Avec ce qui est nouveau, je parlais d'essor des IA génératives, c'est un déploiement massif de ces nouveaux outils et avec un déploiement aussi des biais qui vont avec. Quand on prend ChatGPT, aujourd'hui, c'est bourré de biais et c'est très insidieux parce qu'on utilise ces outils sans savoir. Il n'y a pas d'information, bien évidemment, on ne va pas nous dire, voilà, ChatGPT génère des biais de genre. Bon, pourtant, c'est le cas. Et donc, il y a un déploiement massif, une généralisation de ces outils. Et donc, c'est comment, face à ces outils qui se déploient à grande échelle, on prévient, on lutte contre les biais. Je dis d'autant plus que nous, aujourd'hui, chez Axis, on a un engagement fort autour des biais de genre. Et il suffit de faire quelques recherches, de faire des prompts sur ChatGPT, voilà, pour voir tous les préjugés, les stéréotypes qu'il peut y avoir autour des femmes sur ChatGPT. Et donc, c'est comment, justement, aujourd'hui, on va lutter contre ces biais qui vont se déployer à très grande échelle avec des outils tels que l'IA générative. Merci beaucoup, Fazil. Innovation sur IA, c'est tous les jours. Il y a quelques moments, on n'a jamais entendu de DeepSeek. Tout d'un coup, ça a devenu quelque chose de phénoménal. Jean-Gabriel, vous avez quelque chose à compléter? Oui, puisqu'on parle des risques et puisqu'on parle de la confiance, je voudrais expliquer en quoi les innovations posent un problème majeur de ce point de vue-là. Alors, pour tout comprendre, je vous propose de nous ramener 25 ans en arrière. Vous allez me dire, c'est il y a longtemps, bien sûr. C'était le siècle dernier. Tout à la fin du siècle dernier, le boom de la net économie. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai été invité à l'école de printemps d'un grand groupe que
connaissez, qui s'appelait Accor, qui s'appelle toujours Accor, je crois. Hein. Et il y avait 2 journées. Hein. Il y avait une journée avec Dubrul et une journée avec Pélisson. Hein. Ils ne se croisaient pas. Hein. Et il y avait le directeur général qui était là. Et ils étaient épatés par le web qui naissait. Et c'était le début de la société de l'information. Effectivement, de nouveaux risques naissaient. Et je me souviens qu'à l'époque, il m'avait demandé de ponctuer pour amuser. Et j'avais fait quelque chose qui n'avait pas tellement plu. Enfin, pas tellement plu au directeur, mais les autres, ils comprenaient. J'avais pris hôtel et j'avais tapé ça sur un moteur de recherche et j'avais montré qu'il n'y avait pas un hôtel du groupe Accor dans les 20 premiers. Et après, j'aurais dit, mais vous savez, on est dans un monde nouveau et la rumeur, c'est quelque chose de central et on est fragile. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus vrai encore qu'il y a 25 ans. Et l'IA est là justement pour alimenter toutes sortes d'opérations stratégiques de déstabilisation, à la fois dans le domaine de l'État, bien sûr, mais aussi dans le domaine des entreprises. Alors pourquoi ? Parce que l'IA générative, ça permet de fabriquer toutes sortes de fausses nouvelles. Et, les deepfakes, par exemple, ça peut détruire complètement la réputation d'une personne, d'une entreprise, etc. Et puis ensuite, parce qu'il y a encore d'autres techniques d'IA, comme les techniques de profilage, qui font qu'on va adresser à chaque segment de la population les informations qui lui conviennent. Et donc, si on veut déstabiliser l'image d'une entreprise, on va aller sur des segments spécifiques de la population en racontant des choses qui sont totalement fausses et qui peuvent détruire les entreprises. Et donc, ça veut dire, je crois que la confiance, bien sûr, c'est la confiance dans les systèmes d'IA, mais c'est aussi la confiance générale qui peut être détruite par un mauvais usage des systèmes d'IA. Et je crois qu'il faut être extrêmement attentif à ça. Et je pense qu'en même temps, l'intelligence artificielle, c'est ce sur quoi on travaille dans mon équipe, c'est essayer de l'utiliser aussi pour essayer de repérer justement ces attaques informationnelles. Mais c'est, je crois, ce qui sera un enjeu majeur pour le futur. Merci beaucoup pour ces rappels et une histoire très intéressante. Albéric, à ton tour. Allez, je vais faire un gros pas de côté. Je vais plutôt me concentrer sur ce qu'a provoqué l'avènement de l'IA générative et en pointant un peu ce que je considère moi comme étant innovant. On se souvient bien, novembre 2022, ChatGPT, grosse claque. Tout le monde se dit il y a quelque chose qui est en train de se passer. Si je regarde du point de vue des dirigeants, alors de banques, mais je pense que c'est vrai pour tous les dirigeants quasiment des entreprises, je pense que ça a permis de les réengager sur une réflexion technologique. Si je prends l'exemple du COMEX Crédit Agricole SA, par exemple, ils ont passé un séminaire de 2 jours et demi à parler de l'IA, plutôt de l'IA générative d'ailleurs. Je crois que ça leur a été jamais arrivé, ne serait-ce que de consacrer 1 heure à la technologie dans un COMEX. Voilà. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que je pense que le monde est quand même éminemment technologique et le QI technologique, j'appelle ça comme ça, moi, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de nos dirigeants doivent travailler. Et donc, le caractère innovant, là, c'est en l'occurrence que ça les a réengagés autour d'une réflexion sur les technologies. Et ça les a engagés à tel point qu'en fait, ils ont même décidé à l'issue du fameux séminaire qu'ils allaient parrainer ou sponsoriser des projets d'IA générative. On verra que c'est un petit peu plus complexe que ça après. Et donc faire des points avec les équipes tous les mois, en parler tous les 2 à 3 mois en COMEX. Ça, c'est complètement inédit, c'est quelque chose que, pour moi, je considère très innovant, en tout cas pour les strates de très haute gouvernance de nos entreprises. Deuxième point, là, je prends plutôt le point de vue de l'utilisateur. Effectivement, premier réflexe des grosses boîtes comme nous, on bloque tout. C'est un risque, voilà. Nos données, ça va partir, ça. Bon, je pense qu'on a quand même bien fait de le faire. Il y a quelques boîtes qui l'ont fait un peu trop tard, qui sont un peu mordus les doigts. Pour autant, en fait, cette forme d'IA-là, elle a complètement démocratisé l'accès à l'IA. Et je pense qu'on peut quand même lui reconnaître ça. C'est qu'il y a des tas de collaborateurs qui peut-être n'auraient jamais touché de près ou de loin à ces IA qui s'y sont mis. Et au-delà de s'y mettre, ça a remis aussi en exergue un sujet que moi je considère très important pour la transformation de l'entreprise. Alors c'est un peu jargonneux, c'est connu sous le nom du low-code, no-code. Et c'est ces applications où sans être développeur, vous pouvez développer des projets, des cas d'usage. Alors évidemment, inutile de dire que ça fait transpirer bien fort toutes nos équipes informatiques. Pourquoi ? Parce que ils voient ça comme une concurrence, évidemment.
Donc tout de suite, quand on parle de son job, ça met pas forcément à l'aise. Mais moi, je considère que c'est fondamental qu'on aille jusque-là. Pourquoi? Parce que la transformation dans des boîtes comme nous, 150 000 personnes, ça passera fondamentalement par les métiers. Et donc, à un moment donné, pouvoir leur donner, dans un cadre sécurisé, de quoi s'emparer de ces sujets IA pour finalement faire le lien entre les problématiques business, les services rendus à des clients, les services rendus à des collaborateurs et des briques technologiques qui peuvent mobiliser de manière assez simple pour le résoudre, peut-être pas totalement le résoudre, mais en tout cas aller suffisamment au moins pour se dire on a peut-être créé quelque chose d'autre, un nouveau processus, un nouveau produit, quelque chose en tout cas qui va rendre un service complémentaire. Donc ça, moi, je considère que c'est innovant parce qu'on était vraiment au point mort sur cette dimension de comment les gens s'emparent des technologies pour résoudre les problèmes du quotidien. Je peux même dire, en tout cas moi, dans mon entreprise, des profils qui ont la capacité à comprendre ce qu'il faut faire pour les clients, pour les collaborateurs et à savoir mobiliser les technologies, on en a très très peu. Et donc les créer, c'est pour moi l'enjeu de demain. Et les créer, je pense que l'IA générative, elle a produit cette aspiration-là qui permet de peut-être d'avoir les futurs leaders métiers tech qui vont nous transformer les activités. Voilà. Vous voyez, je n'ai pas du tout parlé d'IA générative, ou quasiment pas. Merci beaucoup. Juste pour t'as mentionné le mot, en fait, le rôle de dirigeant par rapport à la politique IA. En fait, un article rédigé par HEC a mentionné 2 points clés. Le premier point, c'est en fait, au moment, avec l'arrivée de l'IA dans l'entreprise, comment on doit définir le dirigeant, comment on va définir une politique IA pour toute l'entreprise. Quels sont les champs d'application, comment on va les appliquer, quelle politique à appliquer. Premier point. Deuxième point, en fait, on constate, et c'est une tendance, IA n'est plus intelligence artificielle, est devenue agent IA. Les agents IA demandés est devenu une force de travail pour les entreprises. Du coup, le middle management de demain, qui doit en capacité de manager les agents IA avec la force de travail humain. Et du coup, ce sont les sujets, ça fait réfléchir. Maintenant, je vais passer sur la deuxième partie de notre panel. Je vais poser la question à chaque intervenant. Et pour cette fois-ci, je vais changer un peu l'ordre, si vous permettez. Je vais commencer par... tu vas être premier. Merci. En s'appelant Zapelli, ça n'arrive pas souvent. Donc... Justement, en fait, une intelligence artificielle efficace ou une IA efficace, en fait, ça demande de gouvernance. Ma question pour toi, ça va être quelles mesures de gouvernance spécifiques que tu as mises en place pour développer une IA de confiance au sein de Crédit Agricole? Alors, je vais t'en parler de la gouvernance, mais avant, il y a un sujet où, à mon avis, il faut éviter de faire une erreur. C'est qu'avant de savoir ce qu'on va faire avec l'IA, il faut peut-être savoir ce qu'on veut faire avec les humains. Et je pense que l'erreur fondamentale, c'est de ne pas repenser ce qu'on considère comme étant la part non délégable dans l'activité de nos collaborateurs, dans l'activité humaine. L'IA générative a été l'occasion de re-questionner ça au Crédit Agricole, donc c'est encore un bénéfice, on va dire, un peu innovant. Alors, on l'avait réglé il y a quelques années, je crois que c'était 2008 ou 2019, où on s'était dit, pour nous, l'humain, on veut effectivement qu'il réalise un certain nombre de tâches contributives à la relation client, alors, soit en direct, soit effectivement en s'occupant davantage d'un dossier compliqué pour un client. Et l'IA, le digital, la data, l'IA, doit se mettre au service finalement de cette cause-là. On l'a remis un peu en réflexion à l'occasion d'arrivée des IA génératives, et finalement on a trouvé la même réponse. Globalement, nous, il y a une part qui est non délégable. Nos collaborateurs, en fait, doivent être là quand c'est important et où c'est important pour les clients, et donc quand les clients le choisissent, notamment. Et on doit mettre les moyens que sont le digital, la data, l'IA et l'IA générative au service, en fait, de ça. Et donc ça arrive pour moi, c'est même au-dessus de la gouvernance. C'est tout simplement l'ambition et le projet collectif qu'on a. C'est pas l'humain s'adapte parce qu'il y a une nouvelle technologie, c'est la technologie au service de ce qu'on a décidé que nos collaborateurs feraient.
Je préfère le dire parce que des fois, on tâtonne un peu, on se dit, voilà, on va faire des trucs avec l'IA. Si on n'a pas ce calage entre ce qu'on délèguera pas à l'IA, tout de suite, ça devient relativement anxiogène parce qu'on rentre dans un univers où c'est la compétition. Hier, il y a quelqu'un qui posait une question, quelle est la différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine? Je dis, mais je ne peux même pas répondre à ta question. Je ne le compare pas. Oui, alors après, quand on est dans le dialogue social, il faut faire attention quand même à ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est dès qu'on induit une notion de comparaison, c'est accablant, quoi. Parce que déjà, la connaissance, c'est quasiment râpé, c'est-à-dire que les IA génératives, notamment, ont une capacité à embrasser un gros volume de connaissances, y compris les bases documentaires de l'entreprise, etc. Donc là, voilà. Et donc, si on commence à être dans cet affrontement-là, là, on s'en sort pas, quoi. Maintenant, si on parle de gouvernance, moi, il y a un point sur lequel je reviens que j'avais évoqué tout à l'heure. C'est, je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur de se dire qu'on fait une gouvernance pour être conforme à quelque chose. Une gouvernance, ça va bien au-delà de ça. La conformité, c'est ce que veulent nos régulateurs, mais ce que veulent nos régulateurs, il y a énormément de choses, c'est évolutif, ça peut être compliqué, plus ou moins contradictoire d'ailleurs, il y a des conflits de normes, il faut quand même les avoir en tête. Pour nous, la gouvernance, là aussi, il faut l'inscrire dans la maîtrise qu'on veut avoir d'un sujet donné. Et donc, il faut le transcrire à la fois dans la gouvernance auprès des dirigeants. Donc, c'est pour ça qu'embarquer les dirigeants, c'est vraiment quasiment un des actifs les plus positifs qu'on peut tirer de cette séquence-là. Et puis après, il faut une gouvernance opérationnelle qui ne bloque pas, en fait, ceux qui veulent faire. Et donc, nous, on est attaché à quelque chose, c'est très en amont de préparer de manière collaborative avec toutes les lignes de métier qui vont avoir à utiliser l'intelligence artificielle, la façon dont on formule les règles du jeu. Donc, par exemple, quand on a transcrit une partie des exigences réglementaires de l'AI Act, en réalité, on est d'abord parti de nos engagements volontaires, ensuite on a complété avec l'AI Act et on est arrivé même à une version où on s'impose à nous-mêmes des choses que l'AI Act ne demande pas. C'est-à-dire, par exemple, sur les systèmes à risque faible, l'AI Act ne demande rien. Ou un petit peu de transparence, dire oui, il y a une IA, voilà. Nous, on a dit il faut faire la qualité des données, il faut évaluer la performance. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'imaginait pas dire c'est pas grave si on prend une IA, qu'on vérifie pas la qualité des données en entrée et que on fait juste 2-3 tests pour voir si c'est performant. Et donc, c'est très important, en fait, toujours d'avoir ça. Moi, en tout cas, je ne fais pas de gouvernance pour être conforme à quelque chose. Je fais une gouvernance pour être en maîtrise de cette technologie-là. Et après, sur la façon de procéder, il faut savoir que nous, on a une petite spécificité au Crédit Agricole. Alors, peut-être que tout le monde connaît ce mot-là, on fonctionne par subsidiarité. C'est-à-dire qu'on édicte un certain nombre de règles communes et après, on fait confiance, en fait, aux entités pour les appliquer. Alors, confiance, pas tout à fait, parce qu'en fait, on a aussi ce qu'on appelle les lignes de défense. Donc, en fait, tôt ou tard, ils seront contrôlés sur ces règles communes. Et donc, ce qui est important pour nous, en fait, c'est plus que peut-être pour toute autre entreprise, c'est de faire comprendre en quoi la règle est salutaire pour l'activité de demain. Et donc, il y a un très gros enjeu de pédagogie. Et c'est pour ça que je dis, oui, on a 5% d'adoption sur l'IA. Faire comprendre à certaines entités qui utilisent en fait des systèmes d'IA que de toute façon, il faut qu'ils aillent vers ça parce que le jour où on sera à 80, 85, 90% de diffusion dans nos parcours, dans nos processus de l'intelligence artificielle, il sera trop tard pour se fixer des standards industriels, des standards de maîtrise, des standards de monitoring, comme c'est évoqué, des standards de vérification des biais. Et donc voilà, donc ça, nous, on est très tôt, on a eu cette intuition-là, on l'a mis en pratique. Alors, le terme un peu jargonneux, c'est on a ce qu'on appelle une design authority IA, qui est à la fois chargée de finalement édicter les règles et puis également d'accompagner les entités qui devront les mettre en application. Et quand je dis entités, c'est aussi les métiers, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces rappels. L'humain, toi, au cœur du sujet. C'est marrant, en fait, pendant le sommet IA, j'ai écouté un professeur MIT qui a mentionné pour une guerre IA, en fait, le perdant, ça va être l'humain. Parce qu'en fait, c'est robots qui va nous remplacer. C'est peut-être AGI, en fait, la super intelligence qui va nous remplacer. Ça fait réfléchir. Ça m'amène à une question pour Jean-Gabriel. Un sujet que uniquement l'humain peut traiter, sujet éthique. Donc, du coup,
je voulais savoir quelles sont les principales difficultés liées à l'application de l'IA Act, parce que l'IA Act, c'est une loi, on va dire, à l'échelle européenne avec une approche risque. Après, en fait, une fois on voulait appliquer cette loi à l'échelle de l'Europe, quels sont on va dire, des principes de risque qu'on doit respecter, on doit bien appliquer? Merci. Alors, merci, bon, c'est une question. Pardon. C'est une question difficile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, le règlement sur l'intelligence artificielle est très complexe et il est fondé sur le risque qui ne correspond pas au danger. Mais outre cela, il défend un certain nombre de principes alors, qui sont d'abord en conflit les uns avec les autres. Hein, ça a été dit tout à l'heure. Je vais vous donner un exemple. J'imagine que vous êtes tous pour la protection de la vie privée. Hein, et l'IA Act explique qu'il faut être pour la protection de la vie privée, même s'il y a d'autres règlements qui sont à la fois toujours pour la protection de la vie privée, mais un tout petit peu moins pour la protection de la vie privée. Hein, par exemple, vous allez avoir le Data Act. Hein, et le but du Data Act, et ça vous concerne directement, c'est l'interopérabilité des données. Ce qui est extrêmement important, hein, parce que c'est ça qui va permettre d'avoir un marché européen de la donnée. Mais bien sûr, si on est un peu interopérable, le risque, hein, c'est qu'on sacrifie un peu à la protection de la vie privée. Alors, il nous explique que non, ils veulent toujours être liés au RGPD. Donc, j'ai dit, protection de la vie privée, a priori, on est d'accord, mais en même temps, j'imagine que vous êtes pour la transparence. On est d'accord. Hein, c'est dur de répondre non. Et vous êtes d'accord que entre la protection de la vie privée et la transparence, il y a quand même un petit conflit de temps en temps. Hein. Et puis, on pourrait aller plus loin. Hein. J'imagine que vous êtes tous contre la discrimination. Vous ne pouvez pas répondre que vous êtes pour, d'accord ? Mais en même temps, voilà. J'imagine que vous êtes tous pour plus une politique inclusive, plus de femmes. Alors, comment vous faites pour être inclusif sans être... Voilà, c'est ça. Hein, donc, voilà, tout ça pour que vous compreniez bien que ces règlements sont complexes. Alors, ils sont encore plus complexes parce que lorsque vous les lisez en détail, vous vous rendez compte qu'ils résultent de compromis entre différents pouvoirs d'influence qui sont présents. Par exemple, les interdictions générales dont on a parlé, hein, les interdictions strictes, il y en a une qui est la deuxième des interdictions, c'est le crédit social. Et bien sûr, on a la Chine, on tremble avec l'idée qu'on va se promener dans la rue, on va avoir une caméra qui va nous reconnaître, et puis ça va. Bon, vous êtes d'accord, et ça, c'est pas bien, hein, on sent que c'est pas bien. Mais en même temps, j'imagine, surtout vous, hein, il y en a certains qui travaillent dans les banques, hein, c'est ça. Et vous faites, quand vous attribuez un crédit, vous avez quand même une évaluation du client. Hein, ouais, c'est ça. Mais enfin, c'est quand même pas très différent. Hein. Alors, heureusement, il y a des exceptions pour les banques. Hein. Et il y a des exceptions pour plein d'institutions. Hein. Et alors, bien sûr, ça veut dire que le texte est très difficile à lire. Hein. Vous allez voir, parce que vous avez chaque fois une règle générale, et puis vous avez une exception, et puis une exception, etc. Alors, je ne rentre pas dans tous les détails. Juste la petite... Oui. Alors, peut-être on va laisser la question après. Ouais. Mais non, mais vous avez raison. Non, mais il y a plein quand on lit dans le détail, et j'imagine que vous avez commencé à lire, il y a énormément de questions ouvertes parce que donc ça, ce sont vraiment les grandes difficultés que l'on rencontre, je crois, dans la mise en œuvre de ce règlement. Mais je voudrais ajouter à ça un autre point, c'est le fait que dans les entreprises, et en particulier avec l'IA générative, vous avez dit tout à l'heure qu'on voudrait que l'IA soit le résultat de ce qu'on souhaite. Hein. C'est-à-dire que l'IA ne nous dirige pas d'une certaine façon. Hein. C'est ce que vous avez exprimé tout à l'heure. Dans les entreprises, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein, ou dans les institutions. Moi, par exemple, je préside le comité d'éthique de France Travail. L'IA est arrivée et puis ils se sont rendus compte que tous les salariés utilisaient ChatGPT. Alors là, ils ont commencé à avoir un petit problème parce que
en posant des questions à chaque GPT, mais ils dévoilaient à peu près tout ce qui se passait à l'intérieur de l'institution. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont été conduits à développer leur propre modèle de langage, avec l'idée, s'ils se débrouillent bien, que les salariés n'utiliseront plus que leur propre modèle de langage et qu'ils vont pouvoir couper l'accès aux autres modèles de langage. Donc, ouais, tout ça pour montrer les difficultés. Mais je voudrais terminer sur un point qui me semble extrêmement important sur l'intelligence artificielle, c'est que on a très souvent une vue oppositionnelle. On pense que l'intelligence artificielle, ça va s'incarner dans des machines qui vont éventuellement nous être hostiles. Et on va essayer de les amadouer. Et je crois qu'il faut substituer à cette vision oppositionnelle de l'homme et du dispositif ce qu'on appelle les intelligences artificielles, ce qui est d'ailleurs une faute. On devrait parler des agents, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire des entités qui agissent et qui sont programmées avec des techniques d'intelligence artificielle. Donc, substituer à cette vision oppositionnelle une vision partenariale. C'est-à-dire qu'on a des échanges avec des machines et je crois que c'est vraiment important. Il y a un terme technique qui explique ce que c'est. Ce sont des systèmes, des dispositifs sociotechniques. C'est-à-dire qu'ils prennent leur sens dans une organisation sociale. Il faut les penser dès le départ au regard de l'organisation sociale où ils vont s'insérer. Et je crois que c'est vraiment ce qui est essentiel sur ces questions. Merci. Merci beaucoup. Quand Jean-Gabriel parlait d'éthique, parlait de IA avec le principe éthique, c'est toujours avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotions. Merci. Merci pour vos interventions. On a parlé de l'humain. Maintenant, j'aimerais bien parler de l'industrie aéronautique, qui est une fierté absolue française, qui est également une fierté absolue européenne. La question est adressée à Juliette. En fait, dans des secteurs critiques, comme la défense aéronautique, quelles sont les méthodologies appliquez-vous pour garantir la sécurité et la fiabilité de solutions IA? Merci. Alors, ces industries-là sont très régulées, mais au même titre que la banque, avec des enjeux de certification. C'est-à-dire qu'il faut démontrer, prouver que ce qu'on dit est vrai. Et donc, on va avoir des approches, alors qui ressemblent aussi à des approches conseillées avec les AI Act, c'est-à-dire qu'on va commencer par définir le domaine d'emploi, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on veut faire. Et ensuite, on va faire une analyse de risque. C'est vraiment des safety cases et des analyses de risque pour essayer de limiter au maximum ou de réduire au maximum ces risques. Et puis, une fois qu'on a fait cette analyse de risque, c'est là où on va développer une méthodologie vraiment au sens ingénierie système, donc de la spécification en prenant en compte des exigences comme l'explicabilité, comme la validité, comme la conformité, comme la vérification, le test, ce genre de choses. Tout ça, ça va passer au crible. À la fois au niveau algorithme, au niveau système. Et puis, il va y avoir aussi la fin du cycle de vie qui va être le maintien en condition opérationnelle. Donc, dans une entreprise comme Thales, on s'y intéresse depuis longtemps, puisque les approches d'IA de confiance, on a commencé à les définir au niveau recherche en 2018. Donc, il n'y avait pas encore les AI Act. Mais c'était une condition nécessaire pour pouvoir déployer de l'IA dans nos systèmes critiques. Et avec le programme Confiance AI, donc qui est arrivé en 2020, on a commencé à développer des méthodes et des outils et qui commencent à devenir disponibles pour tous. Ça, c'est une façon de faire. Mais il y a aussi l'acculturation de l'ensemble des personnes, que ça soit les dirigeants. Donc là aussi, il y a eu des formations, des informations. On a expliqué que il fallait utiliser plusieurs outils, donc plusieurs technologies d'IA, pas forcément que de l'IA à base de données ou que de l'IA générative. Et dans certains cas, aller de plus en plus vers ce qu'on appelle les IA hybrides, c'est-à-dire qui combine plusieurs technologies. Et il n'y a pas,
pour résoudre un problème, il n'y a pas un seul outil. Donc, il faut vraiment se poser la question, quel est le problème que je cherche à résoudre? Quel est le meilleur outil pour résoudre ce problème? Et quelles sont les contraintes que j'ai pour résoudre ce problème? Ça peut être des contraintes énergétiques, ça peut être des contraintes, je n'ai pas beaucoup de données, ça peut être des contraintes de sûreté, ça peut être des contraintes de sécurité, etc. Et là, il a fallu acculturer un peu tous les étages de, de l'ingénierie et de la direction. Et ça, c'est une action qui est en marche depuis. Alors, on a lancé la Thales School of AI en 2019. Donc, on est vraiment dans cette formation, acculturation. Et depuis 2023, on est aussi avec tous les moyens dans l'animation d'une communauté de pratique pour pouvoir échanger et échanger sur aussi ce qui ne marche pas. Parce qu'on apprend beaucoup des erreurs. Et on partage en disant, là, pour résoudre tel problème, on a essayé d'utiliser tel techno, ça ne marche pas, et voilà pourquoi. Et ça permet aux autres de ne pas faire les mêmes erreurs. Donc, c'est une politique qui diffuse. Bon, il y a certainement beaucoup de choses à améliorer, mais ça fait partie de la vie. Merci beaucoup, Juliette, pour ces explications très complètes. Maintenant, on va passer de l'autre côté de l'entreprise, côté conseil. Fazil, en tant qu'expert sur IA et IA éthique, côté conseil, selon toi, quels sont les freins que tu as rencontrés chez tes clients pour aller chercher, aller sur la performance, la responsabilité dans l'adoption de l'IA? Merci. Le premier point, je pense que d'abord, il faut changer de prisme. Il faut aujourd'hui voir la responsabilité comme un critère, un vecteur de performance des IA. Il faut que ça devienne un cadre d'évaluation. Et la responsabilité, comme on le disait, pas juste en termes de conformité. Bien souvent, on pense la responsabilité comme une charge de conformité ou réglementaire, aussi la responsabilité vis-à-vis de principes éthiques, de valeurs, raison d'être de l'entreprise. Donc, il faut vraiment aujourd'hui que la notion de responsabilité et de confiance devienne vraiment un critère de performance pour une meilleure adoption des systèmes d'intelligence artificielle, un meilleur impact, une meilleure adoption, et puis également en termes de prévention des risques. On l'a un peu évoqué, mais aujourd'hui, il y a des risques extrêmement importants, ne serait-ce que le risque réputationnel qui peut endommager l'activité, la santé financière de l'entreprise. Donc, changer de paradigme et vraiment de faire de la responsabilité, de la notion de confiance, vraiment un critère, un vecteur de performance dans la mise en place d'une IA. Le deuxième point, Juliette l'évoquait, c'est aussi renforcer la culture de la gestion de l'évaluation du risque. Aujourd'hui, on le voit à travers la réglementation IA Act, il y a un accent beaucoup plus fort qui est mis sur la cartographie de ces IA en fonction des risques. Et donc ça, on le disait, ça passe aussi par la mise en place de processus de supervision en continu. Ça passe aussi par avoir des approches différenciées aussi, selon le niveau de risque de son IA. Donc, bien être en capacité de mesurer la criticité, le niveau de risque de l'IA pour avoir des approches aussi différenciées. Et enfin, le dernier point, moi, je reviendrai justement sur le facteur humain. Aldrich disait à juste titre que l'essor, le développement des IA génératives a eu pour effet aussi de re-questionner, repositionner le rôle de l'humain, du collaborateur par rapport à l'IA. Alors, à plusieurs titres. Premièrement, penser l'IA au service de l'humain, du collaborateur, c'est ce que disait Aldrich. Penser aussi le rôle de l'humain dans la chaîne de contrôle, dans la supervision, s'assurer à un moment donné que l'humain est dans la boucle de contrôle, de détection des anomalies par rapport à l'IA. Et puis, j'insiste également sur l'acculturation, l'embarquement des collaborateurs et des dirigeants pour leur donner tous les outils, toutes les bonnes pratiques pour se servir correctement des IA, pour bien appréhender le risque. Je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, les collaborateurs se sont déjà emparés de ces outils. Aldrich parlait tout à l'heure de démocratisation. On voit que parfois, il y a des usages qui peuvent compromettre certains assets de l'entreprise. Moi, j'ai en tête le cas de Samsung, où les chercheurs, à un moment donné, vous devez connaître, je vois que ça fait sourire, vous devez connaître cette histoire, où les chercheurs en semi-conducteurs se rendent compte que ChatGPT peut avoir un intérêt pour les aider, et donc, ils vont régulièrement utiliser ChatGPT jusqu'à
faire monter du transfert d'intelligence, transfert de compétences qui peut être utilisable par les competitors. Donc, il y a tout cet enjeu vraiment d'acculturation, de formation des collaborateurs, et donc au sens large, comment on remet le facteur humain à la fois dans l'embarquement des collaborateurs, mais aussi le rôle de l'être humain dans la chaîne de contrôle. Ça, c'est un point extrêmement important également, et ça participe de la pérennisation des dispositifs derrière de supervision, adoption des systèmes d'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Fazil. Comme tu as le micro, s'il te plaît, en fait, je vais te laisser faire une petite conclusion rapide sur le panel, parce que là, on est à la fin du panel pour la première partie. Et il y aura une participation publique par la suite. Et du coup, pour conclure, Fazil, j'ajouterai une petite demande personnelle. C'est-à-dire, est-ce que tu peux concrètement nous dire, en fait, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour bâtir une IA de confiance à court terme, à moyen terme, à long terme? Merci beaucoup. Merci. Alors, quelques mots de conclusion. Moi, je voulais revenir sur la nécessité d'avoir une approche globale, systémique. On l'a évoqué tout à l'heure, Juliette a parlé d'approche multidisciplinaire. C'est important vraiment d'associer l'ensemble des fonctions de l'entreprise, que ce soit la data, l'IT, le juridique. Nous, on le voit, il y a pas mal de projets à un moment donné qui patinent aussi parce que les aspects juridiques ont été mal appréhendés. Ça, c'est important. Donc, d'avoir cette approche vraiment systémique. Approche systémique, non seulement pour bien appréhender les aspects techniques, les modèles algorithmiques, le sujet des biais, mais également, ce qu'on a évoqué, les sujets de gouvernance, de mise en place de processus de supervision, des aspects plus organisationnels, plus opérationnels. Donc, avoir cette approche systémique, c'est vraiment important. Le deuxième point, c'est que là, avec la pression réglementaire, on voit qu'il y a un vrai enjeu d'opérationnaliser maintenant des démarches d'IA de confiance. Et donc, quelques guidelines pour démarrer. La première d'entre elles, alors, je vais revenir sur ce qu'on disait, c'est acculturer. On le voit, on le constate chaque jour, il y a encore un manque de connaissances autour des risques liés à l'IA. La première clé, vraiment le premier enjeu, c'est vraiment acculturer vos collaborateurs, acculturer aussi vos dirigeants pour les sensibiliser à la fois aux risques, mais aussi aux bonnes pratiques qui existent pour prévenir les risques liés aux IA. Deuxième guideline, c'est lancez-vous dans des démarches d'audit. Prenez un cas d'usage, plusieurs cas d'usage. Voilà, vous pouvez, selon, par exemple, une approche par les risques, les cas d'usage les plus critiques, et travailler pour analyser les données en entrée, les résultats produits en sortie, positionner ces IA par rapport aux principes directeurs qu'on a évoqués, en termes de transparence, en termes d'explicabilité, en termes de validité. Commencez vraiment par faire des audits de vos cas d'usage pour ensuite pouvoir travailler sur des plans de remédiation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une approche tout de suite complète, couvrir l'ensemble de vos cas d'usage. Vous pouvez avoir une approche par les risques, identifier les cas d'usage les plus critiques et mettre en place des démarches d'audit pour pouvoir voir quel est le gap par rapport à la réglementation IA Act qui vient de sortir. Voilà. C'est des approches qui peuvent aller assez vite, encore une fois, si on détourne bien le périmètre, les bons cas d'usage, pour rapidement, prévenir les risques importants pour l'entreprise, et deuxièmement aussi, j'y reviens, pouvoir commencer à embarquer l'entreprise, les collaborateurs, dans les premières approches de mise en place d'IA de confiance. Merci beaucoup, Fazil, pour cette conclusion très complète. On va passer à la deuxième partie de notre événement, c'est-à-dire une participation de notre audience. Je sais qu'il y a un monsieur qui attend avec impatience de poser sa première question. Je vous donne la parole, s'il vous plaît. Oui, juste c'est plus intéressant d'échanger avec vous que... En tout cas, moi, la question qui me taraude, c'est face à un C-level qui freine à l'adoption de l'IA pour des questions de confiance, c'est des gens qu'on côtoie au quotidien, quels sont les 3 arguments qui vous paraissent les plus impactants? En réalité, il en utilise déjà probablement sans le savoir. Donc, je veux dire, il y a un côté quand même assez inéluctable au fait de rester compétitif. Et donc, nous, clairement, l'adoption
Il y a un premier enjeu, c'est la compétitivité et la rapidité. Simplement, pour atteindre ça, on n'est pas prêt à renoncer à tout ce qu'on a construit depuis qu'on est une banque. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une adoption maîtrisée et responsable. Et donc, nous, très clairement, les dirigeants, ils ne sont même plus dans cette optique-là. Ils sont plutôt dans l'optique de dire, bah oui, effectivement, je dois l'adopter parce que peut-être leurs enfants utilisent ChatGPT, etc. À l'inverse, on a plutôt dû leur expliquer, attention, il y a quand même quelques petits risques que vous n'avez peut-être pas vus. Donc, on leur a expliqué concrètement les hallucinations, c'est quoi, les contenus inappropriés, les régurgitations de données aussi, parce que des fois, ça peut ressortir des données de la base d'apprentissage. Les attaques cyber avec style du prompt injection ou des choses comme ça, les codes malicieux, etc. Donc en fait, on est allé assez profondément dans la pédagogie et quelque part, il y a des effets un petit peu ciseaux, c'est-à-dire que au début, ils se disent ah bah oui, j'ai bien compris, ça a l'air assez magique ce truc, j'ai fait mes éléments de langage avec, il faut en mettre partout. Attends, tranquille. Donc là, on fait la partie risque, puis après ah ouais, il y a des risques, donc on arrête tout. Non, non. Voilà. Et donc, en fait, il faut gérer un peu le cycle émotionnel du dirigeant en expliquant à la fois le potentiel d'usage de manière très claire, mais aussi les risques et les limites. Et quelque part, trouver la bonne voie et le bon curseur à caler pour dire on va commencer par des cas d'usage pas trop compliqués où on ne se met pas en danger tout de suite. Donc, typiquement, nous, par exemple, pour ne pas se mettre en danger, on a proscrit l'ouverture des systèmes à base d'IA générative au client final. Et donc, du coup, là, quand on est en train de dire bah, vous allez accompagner un collaborateur pour chercher dans les 1800 procédures de la banque la bonne information et puis avoir des petits liens pour dire oui, la rédaction elle est conforme à ce qu'il y a dans la procédure. Ça, tout le monde voit bien à quoi ça peut servir. C'est pas très risqué en réalité, quoi. Du coup, le collaborateur ne ferait pas plus de bêtises que s'il ne les cherchait pas ou il inventait la réponse, quoi. Quelqu'un veut compléter? Compléter, mais en fait, la culturation, ça commence aussi par donner des exemples de la vie courante, d'usage d'IA, parce que là, je vais citer mon fils qui fait de l'IA et qui m'a dit un jour, mais maman, quand ça marche, on n'appelle plus ça de l'IA. Et en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais au quotidien, vous utilisez énormément de choses qui embarquent de l'IA. Exactement, Waze, le correcteur orthographique, l'anti-spam, enfin, le régulateur de votre machine à laver, il a de la logique floue, du contrôle flou dedans. Enfin, exactement. Donc, ça fait quand même plus de 20 ans qu'il y a du contrôle flou dans votre machine à laver. Donc, le mieux avant, je pense qu'il faut voir avant, il y a 20 ans. Et à partir de ce moment-là, quand on remet les choses, ne serait-ce qu'en expliquant l'histoire de l'IA, où est-ce qu'on en est, les innovations, le cheminement, tout de suite, c'est en général un CEO, il est très intelligent, donc c'est aussi une manière. Donc la culturation, c'est essentiel. Merci beaucoup, Juliette. Avant de redonner la parole dans la salle, en fait, faut pas oublier, on a également énormément de participants en ligne. Il y a pas mal de questions pour nos intervenants. Je vais commencer la première question. Sur quels critères se base la décision de l'humain vis-à-vis de l'IA? Je pense notamment aux résultats décisionnaires pour les professionnels de santé. Merci. Qui veut répondre à cette question? La question est difficile parce que tous les systèmes d'IA sont différents, hein, et bien sûr, la santé, c'est extrêmement vaste. L'intelligence artificielle est utilisée à la fois dans les systèmes d'information. Alors, ça peut être les systèmes d'information hospitaliers, ça peut être les systèmes d'information médicaux pour les médecins, l'accès à la littérature médicale. Ensuite, ça peut être utilisé pour extraire des informations à partir de cas passés, donc pour créer de nouvelles connaissances, peut-être pour faire des médicaments. Vous savez qu'aujourd'hui, on utilise l'IA. Pardon? L'imagerie médicale, bien sûr, je vais venir après, hein, mais pour créer des médicaments, vous savez qu'aujourd'hui, avec l'IA générative, on est capable de générer automatiquement des molécules et ensuite de les tester sur des simulateurs pour ne retenir que celles qui potentiellement ont une activité potentielle importante. Vous savez quand même que le prix Nobel de chimie a été attribué cette année à de 3 informaticiens pour le programme AlphaFold qui prédit le repliement des protéines, ce qui va aider à
fabriquer de nouvelles molécules, à la fois des médicaments, mais des tissus biologiques, etc. Et puis, on peut continuer les exosquelettes. Hein, on a parlé de l'imagerie, hein, le diagnostic médical. Donc, et chaque fois, ce sont des critères différents. Et bien sûr, c'est pour ça aussi que je crois que l'acculturation est importante, de savoir qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et peut-être, on a parlé d'intelligence justement, hein, et est-ce que les outils qui utilisent l'intelligence artificielle sont intelligents? Non. Moi, j'ai un de mes anciens étudiants qui maintenant est très connu, qui s'appelle Luc Julia, hein, vous en avez certainement dû entendre parler, hein, et il a écrit un livre, L'intelligence artificielle n'existe pas. Et ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'outils qui sont intelligents. Hein, mais l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique. Hein, ça veut dire que c'est une discipline qui est née au milieu du XXe siècle avec l'idée de modéliser l'ensemble des facultés cognitives. En réalité, le terme intelligence est polysémique, hein, ça veut dire l'esprit. Il n'y a pas d'esprit dans les machines, hein, et c'est pas ça qu'on veut faire. Ça peut être l'ingéniosité, mais la machine, elle n'est pas astucieuse, hein, c'est pas le but du tout. Hein. C'est l'intelligence au sens où les psychologues de la fin du 19e ont conçu la psychologie scientifique. C'est l'ensemble de nos facultés mentales. Et le but de l'intelligence artificielle, c'est de simuler les facultés mentales, c'est-à-dire le raisonnement, c'est-à-dire la mémoire, c'est-à-dire la perception, c'est-à-dire la communication. Et ça, on a fait des progrès considérables. Et ensuite, ce sont ces simulations qu'on introduit à l'intérieur de technologies. Je crois qu'il faut avoir cette vision très, très rationnelle de ce qu'est l'intelligence artificielle. Et bien sûr, la transmettre. Alors, le problème, c'est que dans la société, malheureusement, il faudrait le faire assez tôt. Hein. Je veux dire qu'il ne faudrait pas, on ne va pas former toute la population à l'intelligence artificielle, ce n'est pas ça le but, mais au moins que les concepts de base de l'intelligence artificielle soient compris. Hein. Je trouve que c'est ça qui est vraiment essentiel. Peut-être que ça répond aussi à votre question en partie. Pourquoi on ne formerait pas toute la population? Alors, non, mais moi, je pense qu'il faut former les enfants. C'est pour ça que j'ai écrit un petit livre, l'IA expliqué aux humains, avec mon idée. Hein, ce sont des ados. Bien sûr qu'il faut leur donner ces concepts fondamentaux. C'est important. Hein, savoir exactement, je veux dire, moi, je pose souvent la question, alors pas à vous, hein, parce que vous le savez, hein, mais d'où vient le mot algorithme, hein, de quelle langue, hein. Et il y a plein de gens qui pensent, alors soit que ça vient de l'anglais, mais surtout que ça vient du grec. D'ailleurs, il y a plein de gens qui écrivent algorithme avec un Y. Hein, non, mais c'est important. Mais ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Non, il fait d'autres bêtises, ChatGPT. Mais tout ça, effectivement, je crois qu'il y a cette acculturation de l'ensemble de la société, très précoce. Mais pour ça, il faut d'abord former les profs. Parce que, malheureusement, ils ne savent pas ces notions de base, cette histoire extraordinaire. Et puis ensuite, bien sûr, il faut qu'il y ait des formations techniques à l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle, hein, et savoir exactement ce que ça veut dire. Parce que ChatGPT, je veux dire, il faut bien comprendre que ça n'est là que pour générer des textes fondés sur des probabilités. Il n'y a aucune raison que ce qu'elle vous raconte soit vrai. Je veux dire, c'est pas fait pour ça. Alors, c'est extraordinaire. Nous on l'utilise. Hein, et ce qu'on appelle les embeddings, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il ne faut pas lui faire autre chose que ce pourquoi il a été conçu. Et puis ensuite, bien sûr, former des ingénieurs, hein, à la conception de ces techniques. J'aimerais rajouter quelque chose sur l'acculturation de la population. Dans les années fin 2010 et début 2020, la Finlande a fait un MOOC pour former la population à l'intelligence artificielle, avec comme objectif d'informer, hein, c'était plutôt une acculturation, au moins 2% de la population chaque année. Et c'était quelque chose de très simple, qui était là pour démystifier et pour que les gens connaissent les avantages et les limites. Alors, il n'y avait pas encore ChatGPT, mais c'était déjà dans l'esprit. Moi, je voulais juste revenir, au-delà de cette question-là, sur la dimension éducation de la population. Moi, je pense qu'on aurait tort de croire que finalement, cette question d'éducation démarre avec l'IA. Je pense que ça date de bien plus longtemps que ça, en réalité. Et les notions autour du discernement, de l'esprit critique, qu'on a longtemps pensé être vraiment une spécialité française, ça l'est peut-être toujours, mais je pense que c'est vraiment ça le sujet. Et au-delà de ça, oui, moi j'ai des vrais questionnements managériaux. C'est-à-dire, on dit mes collaborateurs doivent vérifier le résultat d'une IA.
D'accord, mais humainement, quand une IA vous a donné 15 fois de suite le bon résultat, est-ce que la 16e, vous vérifiez? Moi, j'en suis pas sûr du tout, quoi. Et donc, du coup, on a un vrai questionnement, quoi. Mais je voulais aussi revenir sur ce qui a été dit par rapport à l'éducation, puisque, et là peut-être aussi faire un pas de côté, on a parlé des biais, on a parlé des biais de genre, et là aussi, comment, à travers l'éducation, justement, faire tout un travail pour lutter contre les préjugés, les stéréotypes, qui derrière voilà, se retrouvent dans des situations tues, les données qu'on va utiliser pour entraîner les IA. Donc il y a aussi tout un travail aussi à faire pour voilà, travailler sur les préjugés, les stéréotypes, pour derrière éviter qu'on mette en place des IA qui soient biaisées, puisque c'est aussi ce qui est revenu un peu dans le propos, c'est que l'IA derrière, ce que recouvre l'IA, c'est un fait social total, quoi. Donc il y a aussi cette dimension qui est importante. Et par l'éducation, Jean-Gabriel parlait de former des ingénieurs. J'aimerais aussi parler des ingénieurs avec un E, puisqu'on voit aussi que pour lutter contre les biais dans le développement des IA, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a une sous-représentation des femmes dans les métiers du développement. Voilà, donc il y a des stats qui sont très, très éloquentes là-dessus. Donc là aussi, à travers l'éducation, c'est encourager également les femmes à embrasser ces carrières-là. Voilà, donc encore une fois, on est sur un fait social total. Ça peut paraître un peu décorrélé du propos, et pourtant, je pense que c'est au cœur justement de la mise en place des IA responsables pour lutter contre les préjugés et pour qu'il y ait une meilleure, voilà, meilleur équilibre entre les sexes voilà, dans le développement des IA. Merci beaucoup. Oui. Non, je voulais juste reprendre ce que vous avez dit, enfin, pas sur les philosophes, mais que le fait que les entreprises ont chacune leur façon de penser les choses hein, et leur éthique. Hein. Éthique, c'est lié à mœurs, hein, usage. Hein. Et donc, j'ai été dans différents comités d'éthique des institutions hein, ou des entreprises comme DocaPost. Et mon expérience, c'est qu'il est bon qu'elle se donne une charte d'éthique. Et une charte d'éthique, ce n'est pas un règlement. Hein, c'est très petit. Hein. Il faut qu'il y ait 5 à 7 points pour qu'on puisse les mémoriser. Et justement, je crois qu'à travers cette charte d'éthique, les entreprises, elles donnent une image d'elles-mêmes à l'extérieur. Et donc, moi, je crois qu'il faut encourager ce type de pratique. Et puis ensuite, parce que ça permet de se repérer, de se dire, voilà, il y a des questions, par exemple, chez France Travail, ils disent centralité de l'humain. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une décision qui est prise avec un outil d'intelligence artificielle, il faut qu'il y ait une personne qui soit responsable derrière et qu'on sache qui c'est. Il y a des questions de responsabilité environnementale, des questions de protection. Et je pense que dans chaque entreprise, c'est aussi l'objet. Je pense que c'est bon pour chaque entreprise que d'avoir cette réflexion, puis ensuite se demander comment, bien sûr, on met ça en œuvre. Je partage en revanche, on ne la fait pas à la découpe au Crédit Agricole. C'est-à-dire qu'on n'en a pas fait une sur la data, une sur l'IA, une sur la blockchain. C'est une charte éthique. Et c'est très court, effectivement. Et quelque part, c'est la boussole. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est un peu perdu sur un sujet donné, on remonte à cette charte-là et on dit, bah voilà, d'après la charte, là, le questionnement qu'on doit se poser par rapport à l'intérêt du client, par rapport à ce que ça produit pour la société, nous emmène à prendre des décisions qui seraient peut-être différentes si on ne l'avait pas. Quoi. Donc, la philosophie en 6e bah, ça sort de mon champ, donc je vais laisser mon voisin répondre. Mais... Le questionnement philosophique, c'est un questionnement qui est naturel, enfin, qui commence très tôt. Après, les philosophes, ça c'est plus compliqué, hein, mais je crois que avoir des interrogations générales sur. Moi, quand j'étais petit, c'est parce que je suis très très vieux, hein, mais à l'école primaire, on avait, ça vous rappelle quelque chose, hein, on avait une frise avec une maxime hein, de morale. Hein, donc c'est, oui, bien sûr, pourquoi pas. C'était avant la 6e d'ailleurs. Non, mais c'est une bonne question, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de la discipline philosophique au sens où on l'entend au lycée pour avoir un questionnement philosophique. Moi, je reviens par exemple en histoire. Je trouve que la façon dont on enseignait l'histoire, avec tous les questionnements qui vont autour, le discernement, la hauteur de vue, l'esprit critique,
c'est quelque chose qui est important. Et moi, je pense que le vrai sujet, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'indépendamment des technologies qu'on vient de mentionner, avoir cette capacité, par exemple, dans un monde où il y a énormément de deepfakes, à s'interroger, à se dire non, mais ça, est-ce qu'il faut le recouper? Est-ce que je dois vraiment croire ça? Voilà. Et je pense que ça date pas de novembre 2022, en fait, les problèmes qu'on a, quoi. Traducteur en ligne, vous faites une recherche dans Google, il y a un résultat, vous cliquez, tiens, ça a l'air sympa, je vérifie pas, etc., etc. Et plus on va dire l'accoutumance à certains outils digitaux, les réseaux sociaux, l'enfermement dans des bulles informatives. Voilà, il y a quand même tout un faisceau qui remonte bien avant l'avènement de l'IA générative, qui nous ramène à ça, au fait de se dire, bah, à un moment donné, il faut qu'on cultive cette capacité de réflexion, de prise d'auteur, de discernement. Mais moi, je m'applique un truc, c'est que je commande jamais une actualité à chaud sur l'IA. DeepSeek vient de sortir, très bien, j'en parlerai pas pendant 2 mois. Ah ouais. Ouais. Si vous voulez, si vous relisez 3 mois après le nombre de bêtises que les uns et les autres disent sur les sujets qui sortent à chaud, c'est incroyable, quoi. Sans compter les études début 2023 avec les 200 millions d'emplois supprimés par ChatGPT, les banques qui disparaissent, etc. Je ne dis pas que ça ne se passera pas un jour. Ces études, elles sont récurrentes et elles sont toujours aussi absurdes. Incroyable, Ouais, incroyable. Oui, c'est ça. Parce que nous, on a une petite expérience. Les courbes de projection d'investissement, c'était les mêmes au début des années 80. Bon, il y a une homothétie, mais c'était la même forme. Oui. C'est le sensationnalisme. Marc, ouais, on peut discuter, continuer sur le cocktail, si tu veux bien, Marc. Et là, on va reprendre une question en ligne. En fait, il y a Pierre qui a posé une question, en fait, comment gérer efficacement, en majuscule, en gras, sur acculturation des C-level. Est-ce que les collaborateurs peuvent être entendus, acceptés en tant qu'acculturateurs, ou bien il faudrait faire appel à des organismes externes ou des consultants prestigieux pour que ça soit mieux accepté, ou les deux? Qui veut répondre? Je ne sais pas. J'ai envie de dire tout se vaut. Je pense qu'il y a des exemples où effectivement, il faut à la fois qu'il y ait une appropriation interne. Donc, voilà, on peut être aidé par des consultants externes. On intervient régulièrement pour acculturer des connects, des collaborateurs. Après, il faut effectivement qu'au sein de l'entreprise, on s'empare de ces sujets-là, qu'il y ait une vraie conviction, une volonté d'y aller. Voilà, donc je pense qu'on peut se faire aider, mais c'est déjà à l'entreprise, voilà, de s'approprier, de s'emparer de ces sujets-là, de bien comprendre effectivement les enjeux, les risques liés aux IA et de mettre en place les démarches d'acculturation comme ça peut être chez Thales ou chez Crédit Agricole, mais ça doit déjà venir de l'entreprise en elle-même, comprendre le sens, l'enjeu, les risques associés et le besoin d'investir sur ces sujets-là. Je dirais à minima un accompagnement parce qu'il faut vraiment expliquer aux gens dans leur contexte opérationnel, dans leur métier. Et le consultant qui n'a pas compris quel était le métier de l'entreprise, bah, il va taper à côté. Et par ailleurs, l'entreprise qui n'a pas d'experts en intelligence artificielle et qui veut monter là-dedans, elle va taper à côté. Donc, il faut ce binôme métier, je dirais, et culture d'entreprise et expert en intelligence artificielle. Ouais. Il y a un point sur lequel il faut être aussi assez vigilant, c'est n'oubliez pas le dialogue social. Les partenaires sociaux. En fait. Alors moi, je m'en occupe, donc ça prend un peu de temps quand même. Mais en fait, on aurait tort de croire que les partenaires sociaux sont contre l'IA au regard des risques que ça peut faire peser sur l'emploi. En fait, j'ai trouvé 2 réalités en initiant ce dialogue-là et en y revenant régulièrement. C'est qu'il y en a qui, effectivement, trouvent que ça va trop vite et que ça peut représenter des risques sur l'emploi. A contrario, il y en avait aussi à l'intérieur du même CSE qui pensaient qu'on n'allait pas assez vite et que donc, en fait, il y aurait des risques sociaux parce qu'on allait se faire bouffer par les concurrents et que donc, il y aurait de la casse, quoi. Et donc, en fait, il faut vraiment prendre en compte toute la diversité des partenaires sociaux et aussi le fait qu'il ne faut pas oublier que les gens, l'information qu'ils ont sur l'IA, c'est ce qu'on voit dans un certain nombre de médias
qui ne sont pas adaptés au contexte de l'entreprise, voire parfois sont des amplifications ou des formations. Alors, c'est sûr, quand vous voyez à la première page des Échos, l'IA générative va tuer les banques, ou ChatGPT va tuer les banques, bon, bah là, quand vous êtes collaborateur d'une banque, vous n'êtes pas forcément très bien. Et du coup, cette dimension pédagogique vis-à-vis du corps social, elle est fondamentale parce qu'elle permet aussi d'avoir une information équilibrée qui finalement parle de concrètement ce qui se fait, donc les fameux les projets, les cas d'usage, les process, etc. Sans éluder aussi les sujets un petit peu complexes. Souvent, la question qu'on me pose, c'est mais est-ce que ça va entraîner la disparition de certains postes? Je dis, bah, pour l'instant, on travaille dans un cadre qui est ça modifie l'allocation du temps sur les tâches réalisées dans les métiers. Mais vous voyez bien qu'à un moment donné, on est à 10% de l'adoption. Le jour où on sera à 80%, on aura modifié substantiellement les tâches et l'allocation du temps. Vous ne pourrez pas faire l'économie de dire est-ce qu'il faut regrouper des tâches pour changer les postes, est-ce que certains postes se justifient toujours, etc. C'est inéluctable. En revanche, ce n'est pas dans 2 ans. C'est plutôt quelque chose qu'on verra dans 5, 6, 7 ans. Enfin, si on regarde sur le long terme, sur les emplois, ça n'a pas diminué les emplois quand même. Hein. Si on regarde en proportion de l'augmentation de la population, on a à peu près la même chose. Hein. Donc et les banques, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a quand même, justement, il y a eu, je veux dire, les caissiers, il n'y en a plus dans les banques. Il n'y a pas moins d'emplois dans les banques. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous reprenez là ce qu'on est en train de dire, vous faites un pas en arrière dans le passé, 10 ans, c'était le digital. La digitalisation des opérations bancaires va détruire les emplois dans les banques, ça va diminuer de 20, 25, 30%. Et voilà. Regardez la situation d'aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on a digitalisé. Vous pouvez souscrire les produits en ligne. Effectivement, le premier point de contact avec la banque, c'est dans 80% des cas l'application ou le site. Mais les effectifs n'ont pas diminué. Au contraire, ils ont augmenté de manière significative d'ailleurs. Peut-être, néanmoins, vous n'avez pas observé de contraction qui est liée à la digitalisation elle est massive. Hein. C'est-à-dire que maintenant, des virements, vous faites tout en ligne, quoi. Mais c'est vrai que ça dépend des corps de métier. Parce que moi, j'ai fait des présentations à des traducteurs. Bah, eux, bien sûr. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des machines qui traduisent bien. Ça veut dire qu'on leur dit non, vous ne traduisez pas, vous me relisez juste cette traduction et on les paye moins cher. Donc, effectivement, il y a des enjeux de ce type-là. Hein. Ouais, mais je vous donne un autre exemple pour montrer que ce n'est pas propre aux financiers. Il y avait le directeur général du Monde. On l'a fait intervenir dans nos assises du dialogue social. On a ça au Crédit Agricole, c'est plutôt innovant. On se rencontre tous les ans et on fait des assises où il y a toutes les parties pour représenter. Évidemment, cette année, c'était l'IA. Bon, voilà. Et en fait, lui, il expliquait qu'il avait mis de l'IA. Il avait été le premier à contracter d'ailleurs avec OpenAI. Donc, bon, la profession lui avait bien tapé dessus. Voilà. Il disait, mais moi, le fait d'avoir mis de l'IA, ça m'a permis quelque chose que j'aurais jamais pu faire avant. C'est d'avoir en fait des versions du Monde réellement traduites en italien, en anglais, en allemand. Et ça, je n'aurais jamais pu le faire avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a fait une première traduction avec de l'IA générative. Et après, c'est des traducteurs, pour le coup, des vrais traducteurs humains qui reprennent, mais qui font le complément, c'est-à-dire la relecture, qui représente 10 à 15% du travail que ça nécessitait avant. Et en fait, il disait, avant, je me serais contenté effectivement d'avoir les mêmes systèmes de traduction, donc j'aurais eu quelques articles avec une version anglaise, j'aurais jamais pu avoir des versions locales, italiennes, allemandes, etc. Quoi. Je vais terminer par encore une question en ligne. Et pour les questions dans la salle, on va vous laisser l'occasion de poser vos questions durant le cocktail. Du coup, j'ai choisi une question un peu piquante, si je peux dire, en ligne. Que pensez-vous sur la contrainte d'une déviation, de l'utilisation IA dans l'armement, notamment avec l'exemple du partenaire récent entre OpenAI et Anduril vers une IA militaire? Juliette? Alors, moi, je trouve que c'est très bien. L'IA au service de la défense. Déjà, premièrement, quand on est en France, on ne peut pas faire n'importe quoi, y compris vendre des systèmes de défense sans avoir un accord étatique. Donc, on est quand même assez réglementé.
Maintenant, l'IA pour la défense, elle peut être vue comme étant justement pour la défense. Hein. Ça fait longtemps qu'on ne s'appelle plus ministère de la guerre, mais on s'appelle ministère de la défense. Donc pour protéger les gens, pour anticiper des menaces, pour planifier des missions, pour aider le militaire. Et puis après, la question qui vient après, c'est l'usage de ces IA pour des armes et des armes autonomes. La France avait en 2018 émis une directive très ferme qui était « la France ne fera pas d'armes autonomes », c'est-à-dire il y aura toujours un homme dans la boucle, c'est un peu l'octroi de crédit, il y a toujours un homme ou un humain dans la boucle. Donc maintenant, on utilise aussi de l'IA pour les drones, on utilise ce genre de choses. L'objectif au départ, c'est défendre. Donc lorsqu'on se fait attaquer, on aime bien défendre. Et même quand on utilise l'IA pour la cybersécurité, sauf des cas très très particuliers, on est là pour mettre en œuvre de la résilience aux attaques. On n'est pas là pour attaquer. Alors, il y a certaines équipes qui ont des hackers éthiques pour essayer de comprendre comment, où sont les vulnérabilités, etc. Donc, on joue un peu le rôle du méchant, mais c'est toujours dans un esprit, j'essaye de défendre, j'essaye de protéger, j'essaye d'assurer une certaine continuité de la vie française. Avant de terminer le panel, merci encore pour tous les intervenants. Je vais vous laisser chacun d'entre vous un mot de conclusion pour bien conclure le panel. Un mot simple pour conclure votre intervention. Merci. OK. Adric, vas-y. Tu as dit un mot, merci. OK. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé, mais je crois qu'il est important d'avoir en tête, c'est le mot de souveraineté. Parce qu'avec les grands acteurs du numérique, on a un risque, c'est qu'ils prennent un pouvoir supérieur à celui des États. Et je crois qu'il n'y a pas de déterminisme technologique, mais qu'il faut se battre pour préserver notre souveraineté, parce que c'est la condition de la société, l'état de droit et de la société démocratique. Merci beaucoup. Alors, on ne voit pas du tout de qui tu parles. Juliette, s'il vous plaît. Si je reprends le sujet qui était bâtir la confiance c'est quelque chose de multidimensionnel et c'est pas résolvable comme ça. Donc, il faut vraiment se poser les questions. Quelles sont les dimensions que je veux garantir en fonction de la solution que je veux produire? Merci. Fazil. Moi, pour conclure, effectivement, je voulais indiquer qu'on voit qu'aujourd'hui, mettre en place des IA de confiance, c'est plus une option, avec ou sans pression réglementaire. On le voit, on l'a vu avec des secteurs tels que la banque, qui est dit tiers de confiance, la défense. Aujourd'hui, c'est devenu une nécessité. Bien évidemment, on l'a vu, ça implique des investissements pour à un moment donné mettre en place des dispositifs de contrôle, de gouvernance, pour investir sur de l'acculturation de la formation. Néanmoins, ces investissements, ces coûts permettent derrière de générer du gain, puisque ce qu'on paye là, on évite d'avoir le payé demain, typiquement en ayant des risques réputationnels sur son activité. Donc il y a aussi cette notion à avoir en tête, c'est que certes, ça génère des coûts, des investissements, mais c'est pour en prévenir d'autres. Si je gère mal mes IA, etc., derrière le coût sera beaucoup plus important. Et puis on l'a dit, moi je voudrais rappeler que c'est un enjeu stratégique. On a beaucoup parlé de l'acculturation des COMEX, que ça c'est hyper important à un moment donné de faire de ce sujet-là un enjeu d'entreprise, un enjeu au niveau stratégique et de bien embarquer l'ensemble des collaborateurs pour mettre en place cette confiance. Juliette disait, la confiance c'est multidimensionnel, c'est aussi multipartite, la confiance vis-à-vis des partenaires, des clients et aussi des collaborateurs. Avant de finir et donner la parole à nouveau à notre présidente Mona, juste pour dire merci beaucoup pour toutes les audiences, pour votre participation active. Merci. Et merci beaucoup de contribuer à un side event officiel de Sommeilla.
l'intelligence artificielle n'est plus une technologie, ça a devenu une réalité, une force de travail. Les agents IA, ça va continuer à impacter notre vie tous les jours. Je vais donner la parole à Mona. Je vous remercie infiniment pour ces échanges inspirants. Merci.